Je suis actuellement chercheur à l'université de Berkeley et je travaille aussi en collaboration avec l'école polytechnique. Je fais partie du corps des ponts, donc le ministère des Transports et le ministère de l'écologie. Et je travaille sur l'optimisation des transports routiers grâce au choix des itinéraires. Et j'ai aussi la chance de travailler en collaboration avec Google Research et Google Maps. Merci beaucoup. Donc, on va passer à un Q&A ce matin. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse à l'Axel, c'est de savoir à la fois quel est l'intérêt des technologies pour l'individu, mais aussi dans un sens l'intérêt commun en fait des transports publics. Et donc, je voudrais te poser une première question. Quel est le bénéfice de la donnée pour l'usager des transports dans sa vie de tous les jours? Alors, pour la vie de tous les jours, alors moi, hier soir, avant de me coucher, j'ai regardé Google Maps pour savoir combien de temps je prenais pour pouvoir arriver jusqu'ici. Et j'ai vu l'itinéraire, donc le temps de trajet, et c'est comme ça que j'ai mis mon réveil en fonction de cet itinérairaire. Donc ça, c'est... Sans penser aux bouchons qu'il pouvait y avoir le matin. Alors, je suis à vélo, donc c'est la solution pour les bouchons d'une certaine manière, même si je fais de la recherche sur les transports routiers. Et de manière générale, peut-être aussi demain, je vais essayer de faire le vaccin contre le Covid. Et ce vaccin, je sais qu'il faut il faut être sûr que la chaîne du froid soit conservée entre la production du vaccin et l'arrivée du vaccin. Et ça, cette chaîne du froid, elle peut être conservée grâce à des objets connectés. Anne-Sophie, tu connais aussi Ouais. grâce à Tetramos. Donc, de manière pour revenir, donc ça c'est un peu le cas concret. Et de manière plus générale, la donnée, c'est l'information collective ou l'accès à l'information collective de manière informatique qui permet une meilleure connaissance des systèmes, que ce soit une information en temps réel qui permet le suivi de ces systèmes ou que ce soit l'accumulation de toutes les données qui traitées de manière statistique nous permettent de prédire l'évolution du système grâce à des modèles mathématiques, donc le machine learning. Donc il y a ce côté suivi et il y a ce côté prédiction. Et la prédiction, elle est intéressante pour l'usager qui veut savoir justement combien de temps il va mettre en transport pour accéder à un point B. Donc ça, c'est très intéressant pour l'usager. Mais du coup, quelles sont les innovations que l'on peut imaginer pour demain à partir du moment où on est de plus en plus tous connectés? Il y a des capteurs partout, à la fois sur nous, sur nos applications, et aussi dans les moyens de transport que nous utilisons. Donc soit les vélos maintenant sont équipés, les transports en commun. Donc comment peut-on imaginer des services encore plus innovants pour l'individu? Alors, demain, on peut imaginer des traitements encore plus poussés de la donnée. Aujourd'hui, donc les usagers, ça peut être les personnes ou ça peut être les biens. Pour les personnes, moi je travaille surtout sur tout ce qui est routier. On va avoir le système de guidage qui simplifie la navigation avec un temps de trajet qui permet de mieux organiser ses déplacements. Demain, c'est quelque chose qui arrive à court terme. On va avoir des itinéraires qui sont plus optimisés en fonction de l'individu. Aujourd'hui, Apple Plan, il commence à vous donner quel est le chemin le plus court. Donc ça, c'est si on a envie d'aller très vite. Il donne aussi le chemin avec le moins de variance dans le temps de trajet, parce que souvent le chemin le plus court, ça peut être le chemin avec beaucoup de feux rouges, et ils n'arrivent pas à bien prédire le temps de trajet en fonction des feux rouges. Et il donne aussi le trajet avec le moins de bouchons, c'est-à-dire un trajet qui va être peut-être plus long, mais sur lequel les routes vont être moins embouteillées. Il y a pas mal de recherches aussi pour donner les trajets peut-être les plus jolis si on est en vacances ou si on veut faire ses courses. Donc ça permettrait en fait d'avoir des nouveaux systèmes de calcul qui permettent de prendre en compte à la fois le besoin, l'environnement de l'utilisateur. Exactement. Donc ça permettrait de s'adapter aux besoins de l'utilisateur et de comprendre aussi son environnement. Exactement. Il y a pas mal de travail aussi sur les places de parking, savoir dans la prédiction du temps de trajet aussi prendre en compte le fait qu'on va essayer de chercher une place et en fonction des endroits, savoir si l'offre de parking est suffisante à ce moment-là. On va avoir peut-être une meilleure gestion des choix multimodaux. Est-ce qu'il va y avoir une trottinette ou un vélo à la sortie de la gare? On va avoir le suivi simplifié, que ce soit pour le suivi des chaînes de froid ou pour l'agroalimentaire, les vaccins, le suivi des colis. Le suivi qualité qui est essentiel aujourd'hui. Oui, exactement. Savoir si le colis que j'ai commandé hier pour les cadeaux de Noël va arriver à temps avant Noël. Ça aussi, c'est important en ce moment. Ça fait partie des choses. Et
Et aussi, par exemple, savoir quelle va être exactement l'heure de livraison de mon colis le jour même, parce que j'ai pas envie de passer toute ma journée à attendre la livraison. Ça va être, à mon avis, à très court terme ce qui va arriver. À plus long terme, moi, j'ai tendance à penser que le futur, à long terme, est ce que l'on voudra en faire. Et donc, ça dépend aussi d'une volonté politique et de la volonté des différents acteurs industriels ou entrepreneuriels, et aussi du coup de la recherche. On peut avoir une transformation des petites lignes qui sont désaffectées en voie d'expérimentation pour les véhicules autonomes. Remplacer les trains les trains des petites lignes par des véhicules autonomes qui coûtent moins cher et qui du coup permettent de recréer de la mobilité là où il n'y en avait pas. À cause de soucis d'argent, on peut avoir un retour du fret ferroviaire, on peut avoir plus de télétravail et des horaires aménagés après le Covid pour diminuer la pression sur les transports aux heures de pointe. On peut avoir à plus long terme, peut-être des transports aériens en ville avec des livraisons de colis par drone. Et moi, un sujet qui me tient à cœur, auquel, à mon avis, c'est à nous, collectivement, d'apporter une réponse, c'est maintenant qu'on a toutes ces données et qu'on a tous ces systèmes connectés, est-ce qu'on peut profiter de ces systèmes connectés pour repenser la distinction entre la rue et la route? Repenser comment est-ce qu'on vit la ville et comment, au sein de la ville, on a des flux, mais on a aussi des personnes qui peuvent s'arrêter et des choses qui sont plus éphémères. Donc ça permettrait en fait de repenser notre vie en commun en milieu urbain et de distinguer à la fois les moyens de transport, mais aussi une gestion des flux optimisée avec un bien-être et une qualité de vie. C'est aussi peut-être intéressant de t'interroger sur le sujet des problématiques de pollution dont on parle beaucoup, donc la pollution à la fois des capteurs, des produits électroniques. Donc en Europe, on a la directive qui s'appelle la directive D3E des équipements électroniques, qui permet à la fois de taxer la mise au rebut de ce matériel-là pour les industriels, mais aussi de pousser la filière de reconditionnement. Mais aussi si, grâce à tes recherches, on arrive à fluidifier et à décongestionner, est-ce que ça a aussi un impact sur la pollution ? Alors oui, bien sûr, c'est le but. Donc la recherche qu'on effectue à Berkeley, c'est un suivi et une prédiction de l'évolution des systèmes de transport routier. En fait, on essaie de modéliser le transport routier à plusieurs échelles, donc que ce soit à l'échelle très globale de la métropole jusqu'à l'échelle de l'individu. Et on arrive à avoir des modélisations de chaque individu pour comprendre l'impact de différentes politiques publiques sur les transports routiers avec un objectif qui peut être l'optimisation du temps de trajet, la réduction de la congestion, mais aussi d'autres objectifs comme la réduction de la pollution. On s'est aussi intéressé à l'optimisation ou la maximisation de la qualité de vie des résidents, parce que sur l'impact des systèmes de navigation GPS, parfois en utilisant Waze, on peut passer à l'heure de pointe sur un raccourci qui passe devant une école à la sortie de l'école, et ça c'est quelque chose qui peut être évité. Donc à Berkeley, on essaye de modéliser le transport routier vraiment de manière très précise pour voir l'impact des différentes politiques publiques sur les limites de vitesse dynamique, par exemple les limites de vitesse dynamique, l'impact de certaines restrictions des sens interdits. En fait, finalement, tes recherches permettent de passer d'un calcul égoïste d'un trajet à un calcul pour le bien commun, donc prendre en compte la sortie d'école pour éviter l'accidentologie, prendre en compte les horaires de pollution majeure ou le climat, prendre en compte du coup la qualité de l'air. Donc en fait, finalement, les travaux que vous faites sont très orientés sur les problématiques de résilience et d'écologie. Oui, c'est vraiment le but. Donc le but des travaux qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire un très bon suivi et prédiction des systèmes de transport et d'avoir des métriques de performance du réseau qui nous permettent de savoir, en fonction de ce qu'on va faire, si on va réduire la pollution, améliorer la qualité de vie, réduire le temps de trajet. Et on essaye de pas forcément se positionner politiquement sur quel est le but de l'optimisation des transports routiers. On essaye plutôt d'avoir toutes ces métriques et après de montrer les différentes possibilités aux politiques pour que le politique puisse choisir en fonction du but, on va dire, qui est fixé de manière commune lors des élections pour les pays démocratiques. Donc en fait, finalement, vous êtes un soutien à la décision des politiques publiques en Smart City, puis aussi très certainement du coup pour le fret en milieu rural. Du coup, je pense qu'on pourrait imaginer de
savoir si en France, on ne pourrait pas créer une grande agence de la mobilité qui permettrait peut-être à un niveau interministériel d'intégrer toutes ces données, donc de transition écologique, de transport, mais aussi de qualité de vie et de service à la personne. Ça, c'est une très bonne question. Alors, donc en tant que chercheur, je suis obligé maintenant à cette question de vous dire que ma réponse va être subjective et uniquement basée sur mon expérience, tandis que les réponses aux questions précédentes étaient basées sur ma recherche. Donc aujourd'hui, je trouve que les politiques publiques en France sont souvent en réaction par rapport à l'innovation et pas forcément proactifs par rapport à l'innovation. C'est un peu comme si on avait un catalogue de possibilités qui était offert par les entreprises aux acteurs publics, et les acteurs publics se choisissent dans ce catalogue de possibilités sans forcément avoir de vision cohérente de l'ensemble. Donc, dans un premier temps, avant d'avoir une agence, mais je viendrai aussi à l'agence, il faudrait qu'on ait un but, savoir ce que l'on veut faire lorsqu'on parle d'optimiser. Une vision partagée à l'intérieur d'une politique publique, très certainement. Exactement. Donc, ça pourrait être minimiser l'impact sur le climat tout en maximisant l'expérience de l'utilisateur. Parce que souvent, on peut avoir des recherches un peu incohérentes où on se dit la meilleure manière de ne pas polluer, c'est au final que personne ne prenne sa voiture. Mais c'est pas forcément un but souhaitable d'une certaine manière. Et c'est vrai que certains politiques disaient il y a quelques années mon geste écologique du quotidien, c'est d'éteindre le robinet quand je me lave les dents, ce qui est un peu désuet aujourd'hui. Aujourd'hui, certains disent je veux plus utiliser mon smartphone quelques heures par jour ou des choses comme ça. C'est pas forcément non plus la solution. Donc peut-être que avec vos recherches, vous pouvez apporter de la cohérence à l'efficacité énergétique. C'est le but de nos recherches, mais je pense pas que nos recherches peuvent se substituer à la vision du politique. Et aujourd'hui, on a besoin d'un politique qui a un but, et il faudrait par exemple... Qui vous donne une vision. Voilà, qui nous donne une vision, qui développe un plan à l'échelle nationale. Moi, donc, je fais partie du corps des ponts, mais en même temps, je travaille en collaboration avec l'université de Berkeley, avec Google Maps, et je me dis, j'aimerais bien aussi pouvoir m'investir plus sur ces sujets-là en France, mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément de plan à l'échelle nationale française, avec des plans de recherche sur la prospective, sur l'innovation, des plans d'investissement dans les infrastructures et les entreprises, avec peut-être des soutiens aux initiatives locales, pour être sûr que on n'est pas en train de repenser, mettre des capteurs connectés partout, alors que ce qu'on a besoin, c'est de repeindre les passages piétons, parce que le fait qu'il n'y ait plus de peinture, ça rend les passages piétons un peu dangereux. À mon avis, en France, mais c'est vraiment un avis subjectif, si on veut améliorer les transports, il faut arrêter d'être en pure réaction vis-à-vis du secteur privé, mais il faut se donner une vision et se donner des moyens. Donc il faut faire travailler le public et le privé ensemble de manière cohérente, et de voir aussi si la qualité de nos chercheurs et ta qualité intellectuelle soit utilisée pour le bien commun de la France, à titre principal. Parce que tu es parti en Californie et nous aimerions que tu reviennes en France pour travailler avec nous, parce que je pense que beaucoup de savants sont partis ou sont assez invités par les grands majors américains pour travailler avec eux. C'est bien. Mais ça serait intéressant de voir si les institutions françaises, les partenariats publics-privés puissent te faire rester en France. Merci beaucoup du compliment. Et oui, c'est quelque chose, bien sûr, que j'aimerais énormément pouvoir m'investir en France. Aujourd'hui, ce que je constate, et vraiment c'est mon expérience, c'est que la plupart des personnes, des entreprises ou des chercheurs qui veulent s'investir sur la mobilité connectée, ils ont un problème car ils ne trouvent pas forcément des interlocuteurs qui pensent le temps long. Et donc pour pouvoir penser le temps long, à mon avis, c'est une bonne idée de pouvoir créer une agence de la mobilité. Ça pourrait être un département de France Stratégie qui crée des plans de mobilité qui permettent au territoire de se réapproprier les données et puisse développer des plans de mobilité locaux avec peut-être un soutien de la Caisse des dépôts pour assurer le déploiement donc de cette vision. Donc c'est des grands plans de l'innovation structurés par l'État et qui permettraient de déployer des filières publiques-privées de manière cohérente sur le territoire. Voilà, donc c'est le fonctionnaire du corps des ponts qui vous parle. À mon avis, ce serait très bénéfique pour les territoires d'avoir un plan à l'échelle nationale de la mobilité avec beaucoup de moyens
et qui soit ensuite réalisé à l'échelle locale, parce que ce sont les gens à l'échelle locale qui connaissent les territoires et les besoins.